Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est le programme qui vous permet de découvrir sous d'autres angles et d'autres auspices les personnalités qui marquent notre territoire, qu'ils soient dirigeants ou autres. Je vous conduis, c'est parti, en voiture. Et pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir Armel Tripon, navigateur, skipper qui va partir pour le Vendée Globe et on l'accueille tout de suite. C'est parti. Bonjour Armel Tripon. Bonjour. Installez-vous, mettez votre ceinture. Le départ du Vendée Globe est le 8 novembre. Comment on se sent? Eh bien, étonnamment serein. Voilà. Ouais. Parce que je viens de finir ma qualification, donc qui me donne l'autorisation de partir sur cette course. Et donc c'était la semaine dernière. Et voilà, c'était une étape importante dans le projet, donc qui vient de se réaliser. Comment vous êtes arrivé à la voile, à la navigation? C'est une passion familiale? Ça a été une transmission d'une génération à une autre? Non, ça a été vraiment on peut dire le fruit du hasard, des rencontres au lycée à Nantes, là, au lycée Clémenceau. En fait. Parce que vous êtes né à Nantes? Oui. Et donc j'étais lycéen au lycée Clémenceau et des copains à moi ont acheté un petit bateau à l'époque qui était un Muscadet, un petit bateau de 6,50 m en bois qu'ils ont retapé et puis auquel j'ai participé. Et voilà, j'ai découvert la navigation par ce biais-là entre le Crouesty, l'île de Watt et Dick voilà, à l'âge de 17-18 ans et ça a été pour moi une révélation en fait. Vous étiez sportif avant? Oui, j'ai toujours fait du sport, mais voilà, là, cette découverte de la mer, du large, c'était par le biais de la croisière, donc ça n'a pas été par un biais sportif, mais voilà, après, de fil en aiguille, les choses m'ont amené vers le sport de compétition. Mais qu'est-ce qui vous a plu du coup dans ce sport? D'abord, effectivement, ce sentiment de liberté quand on est sur l'eau, qui est quand même extraordinaire. Et je crois le fait de naviguer dans un milieu sauvage, peut-être sans doute encore le seul sur la planète qui soit aussi sauvage, sur lequel finalement l'homme a très peu de prise. Et voilà, ça m'a plu. Et puis après, je me suis spécialisé dans le solitaire aussi, parce que j'ai trouvé un accomplissement. Je trouvais que c'était assez riche en fait. Il fallait juste savoir gérer plein de choses différentes. Et le déclic, vous parliez de vos débuts ou comment vous êtes arrivé à la voile tout à l'heure, mais comment on se dit, tiens, allez, j'ai vraiment envie de passer le cap et de le faire en compétition? En fait, je pense que ça se fait aussi naturellement. C'est quand vous avez le sentiment d'être à votre place, d'être bien dans ce que vous faites, être en phase en fait. Moi j'aime bien ce mot-là. Être en phase avec les éléments, avec votre métier, où il y a un équilibre. Ouais. À ce moment-là, vous vous dites, oui, c'est fait pour moi, quoi. Donc, et puis, il se trouve que assez rapidement, j'ai eu des résultats, en fait. Donc, je sentais qu'il y avait aussi des prédispositions, ou en tout cas, que ce jeu de la régate, en tout cas, m'attirait beaucoup, quoi. Et que j'aimais, comme ça, être au milieu de l'océan et puis d'observer, de sentir les choses. C'est vraiment un sport de sensation, quoi. Sensation du bateau, sensation du vent, de la mer et donc ça fait appel beaucoup au sens et voilà. Et j'y trouvais un équilibre, j'y trouvais mon compte, il y a une certaine harmonie. Donc je me suis dit, il fallait poursuivre là-dedans. Il faut y aller, il faut continuer. Oui. En 2004, vous passez en classe Figaro. Oui. Donc là, ça implique un autre changement, un autre état d'esprit? Alors là, c'est sûr c'est un peu comme si on passait de la Ligue 2 à la Ligue 1 ou voire encore un stade encore supérieur, la Ligue des Champions. Et c'était pour moi le début de la compétition en fait, pratiquement. Disons qu'avant c'était un peu la case aventure, on va dire. Et puis là, on rentre dans le monde de la compétition et avec vraiment du haut niveau, puisque beaucoup de compétiteurs qui arrivent en Figaro sont venus de l'olympisme ou sont venus d'autres circuits avec un gros bagage en fait. C'est plus professionnel? Oui, c'est plus. Oui, tout le monde est en vie à l'année. Donc ça se professionnalise. Et là, ça a été, moi pour le coup, là, du coup, j'ai vraiment appris ce que c'était que la régate, ce que c'était que la discipline
du haut niveau en fait. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette expérience quand vous êtes arrivé dans ce monde-là, plus professionnalisé? C'est déjà une grosse remise en question parce que vous venez d'un circuit où vous gagnez tout et puis vous arrivez, vous perdez, enfin vous n'êtes plus du tout au niveau, quoi. Donc voilà, c'est une bonne leçon d'humilité. Après, ça m'a apporté énormément sur le fait de se remettre en question, de continuer à apprendre, à progresser et puis de continuer à y croire malgré des résultats. Alors il y avait des résultats qui étaient bons, puis il y en a qui étaient mauvais ou pas terribles, quoi. Mais voilà, je me suis aussi bien entouré, j'étais bien accompagné et puis ça m'a permis de persévérer en fait. Mais sur l'aspect business, par contre, comment ça se passe la recherche de sponsors? Je pense qu'avant tout, c'est une histoire de rencontre entre un navigateur et un dirigeant, ou un groupe de dirigeants. Et puis sans doute une relation humaine qui se crée et souvent un petit dénominateur commun qui est quand même cette passion pour le bateau, quoi. Le sponsor participe au financement du bateau? C'est comme ça que ça se passe ou pas du tout? Alors il y a plein de formules différentes, mais en général c'est quand même ça. C'est des budgets sponsoring qui sont définis, une discussion qui s'engage sur quel type de circuit, ce qu'on veut faire, et puis après voilà, suivant la capacité de l'entreprise et son positionnement, on va peut-être choisir tel ou tel circuit. Combien ça coûte un bateau? Sans sponsor, sans rien, nu. Il y a tout type de bateau, j'ai envie de dire. Par exemple, que vous allez prendre. Un IMOCA sur lequel je navigue aujourd'hui, c'est un bateau qui est entre 5 et 6 millions d'euros. D'accord. Voilà, à l'achat. Et qui a une durée de vie de combien de temps? Sans avarie, j'entends. Ça peut durer, et c'est des bateaux qui peuvent naviguer pendant 10, 15 ans. Hein. D'accord. Vous allez prendre, on le disait quand vous êtes monté en voiture, le large. C'est défini comme l'Everest des mers, le Vendée Globe. C'est votre première participation? Oui. C'est le but ultime? Le but ultime, je sais pas, mais en tout cas, c'est une course qui fait rêver tout navigateur et voilà, tout coureur au large, ça c'est évident. En tout cas, moi, ça a contribué à nourrir mon envie. Votre envie. Vous avez fait beaucoup de courses, vous avez même remporté la Route du Rhum en 2018. Est-ce que quand on part sur ce type de course, est-ce qu'on s'autorise la peur? Ça dépend quelle peur, mais la peur d'être dans des situations météo complexes, enfin dures, j'entends, avec des gros coups de vent, parce que ça va être des zones, l'océan Indien, l'océan Pacifique, qui sont dures quand même, et où on est loin de tout. Ouais. Donc oui, là forcément, il y a une appréhension, c'est pas une peur incontrôlée, mais voilà, je pars dans une partie d'inconnu, même si j'ai préparé le parcours avec des roadbooks, météo et autres, et qu'aujourd'hui on a quand même une bonne connaissance météo de tous ces endroits. Il y a forcément une appréhension quand on n'y est jamais allé, quoi. Et sur votre site, j'ai noté deux choses et ça transpire un peu dans ce que vous dites. C'est déjà le goût du dépassement de soi, et puis il y a aussi l'exigence du respect environnemental. On évolue dans un milieu qui est, comme je disais, sauvage, naturel, qu'on vient, faut pas avoir peur des mots, mais saccagé de plus en plus, avec des débris plastiques qu'on retrouve malheureusement dans tous les endroits du globe. Parce que, vous le voyez ça en mer? Non, on le voit très peu, parce qu'en fait à la surface de l'eau finalement on voit pas grand chose, et le plastique coule en fait. Ouais. Donc c'est dans les fonds marins, tous les gens qui font de la plongée en exploration le disent, c'est assez catastrophique, quoi. Ce niveau de rejet de plastique. Donc, et voilà, nous en tant que navigateurs, c'est vrai qu'on vit à bord avec très peu finalement. On consomme un peu d'énergie, mais on essaye de faire de l'éolien, du solaire. On utilise peu d'eau, donc on a une vie en fait un peu d'asset entre guillemets, mais avec une empreinte écologique qui est assez faible. Si ce n'est la construction de notre bateau. Voilà, c'est là où on sait que notre sport n'est pas aussi propre qu'on aimerait qu'il le soit en fait. Parce que la construction de bateaux en carbone, etc., ça reste très consommateur d'énergie, quoi. On a lancé il y a quelques temps avec l'association Neptune l'idée de réfléchir à un bateau écologiquement plus propre dès sa conception et plus respectueux de l'environnement et aussi des personnes qui le construisent. Donc voilà, en lien avec l'université de Nantes, avec
avec la région, avec les chantiers navals Black Pepper, avec voilà, pas mal de différents intervenants du territoire et puis sans doute des entreprises mécènes aussi qui pourraient se joindre à nous pour réfléchir à finalement ce que peut être le nautisme de demain, avec un impact moins nocif en fait sur l'environnement, voilà, qui fasse réfléchir aussi les utilisateurs. Et je pense qu'en tant que coureur au large, on a aussi un peu cette mission voilà, d'amener un peu de réflexion à ce niveau-là sur notre sport, quoi. Je rebondis, vous avez cité Black Pepper, je crois que c'est eux qui ont fait votre bateau. Mimoca, tout à fait. Un constructeur de bateaux, il développe ses plans avec vous, j'imagine, mais qui a le dernier mot? Est-ce que c'est celui qui va piloter, j'ai envie de dire, ou naviguer sur ce bateau, ou est-ce que c'est le fabricant? Ça dépend un peu finalement de la philosophie du projet. Là, ça a été un projet qui s'est fait avec 3 personnes, donc le PDG de l'Occitane, Renaud Gégère, qui finance ce projet, ce bateau. Le chantier naval, donc Black Pepper avec Michel Defrançu, et moi donc, en tant que skipper. Et après, donc, on a fait le choix de faire appel à un architecte un peu hors du sérail, donc Sam Manoir. C'était son premier IMOCA. Et voilà, et après, on a avancé avec l'aval de notre sponsor. C'est-à-dire qu'à un moment, on a fait des choix architecturaux un peu différents des autres. Donc il y avait une prise de risque. Et on lui a quand même demandé son avis en tant que financier, s'il suivait ou pas. S'il suivait, parce que... Et voilà, il nous a donné son go. Donc ça a été très, comment on peut dire, collégial, quoi, en fait, comme décision. Mais c'est vrai qu'après, en allant chercher cet architecte aussi, on allait chercher de la compétence et on voulait un bateau le plus rapide possible. Bien sûr, j'imagine. Donc il n'y a pas de concession à la performance, en fait. La vitesse maximale, du coup, vous parlez le bateau, on est capable de le pousser à quasiment 40 nœuds, en fait. 40 nœuds, ça fait combien de kilomètres? Presque 80 km/h. Ok. Bon, ça c'est en pointe. Après, sur du solitaire en course pendant le Vendée Globe, ça sera plutôt autour de 25, 26 nœuds, qui sont déjà des moyennes très élevées. On suivra tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Armel. On vous souhaite bon courage, merci bonne chance pour et cette invitation. On était ravis de vous avoir. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Je vous conduis. À très bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.